Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tous les participants. Bienvenue au CMAP, bienvenue au concours de la médiation commerciale qui en est à sa 12e édition, cette fois-ci totalement en ligne. Nous sommes très heureux cette année de recevoir 150 étudiants issus de 5 pays différents, 250 professionnels qui jouent le jeu également de ce concours. Donc plus de 400 personnes au quotidien qui se connectent sur la plateforme. On a également 1200 personnes environ qui suivent l'événement sur les réseaux sociaux, donc c'est très, très positif. Et en marge de cet événement, nous avons donc une série de webinaires que nous organisons. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le cadre d'un webinaire consacré à la médiation de projets et plus particulièrement à la médiation de projets numériques. Et nous recevons pour l'occasion Fabienne Panot, associée de DLA Piper, Jazia Turtit du cabinet Bird Bird, Caroline Sandler-Rosenthal, fondatrice de RSC Avocat, et Étienne Iris, qui est ingénieur conseil système d'information et fondateur de Médiatrice, et également médiateur, bien évidemment, au CMAP. Je vais vous laisser la parole tout de suite. Voilà, nous en sommes à une trentaine de participants. Étienne, je vous laisse prendre le lead. Merci Marjolaine, merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous avions prévu de faire un petit tour de table, peut-être pour nous présenter un tout petit peu plus, de manière un peu plus complète, mesdames, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous laisser la parole et puis je reprendrai la main juste après. Jazia, peut-être pour commencer? Oui, merci Étienne. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jazia Tiurtit, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2008 et au sein du cabinet Bird Bird, donc j'exerce depuis cette date. Je suis en particulier le conseil d'éditeurs, intégrateurs dans des échecs de projets numériques. Et notre expérience, c'est que bien souvent, voilà, la médiation est une solution à prendre en considération dans le cadre du règlement des litiges qui oppose nos clients à ses propres clients. Merci Jazia. Fabienne? Oui, bonsoir à tous. Je suis Fabienne Panot, associée au sein du cabinet DLA Piper, et depuis maintenant une vingtaine d'années, j'interviens en contentieux des projets informatiques, nouvelles technologies de manière plus générale, et je suis avocat accompagnateur de mes clients au travers des médiations judiciaires ou conventionnelles que nous mettons en place, avec donc une grande expertise de ce process de résolution amiable des litiges. Merci Fabienne. Caroline, à toi. Bonjour, bonjour à tous. Caroline Sandler-Rosenthal, je suis également avocate au sein du cabinet RSCF Avocat, qui est mon propre cabinet. Je suis avocate en droit des contrats dans le domaine de l'IT et des achats depuis aussi un peu plus de 20 ans et également médiatrice au sein du CMAP depuis 7 ans. Voilà. Merci Caroline. Donc moi, Étienne Iris, je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique et j'ai une expérience quasi exclusivement dans le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la mise en œuvre de projets de systèmes d'information depuis une petite trentaine d'années maintenant. Et je suis médiateur au CMAP depuis pratiquement 10 ans, pas aujourd'hui, mais presque. Donc une dizaine d'années. Donc j'ai conduit un certain nombre de médiations uniquement dans le domaine justement des projets et des activités numériques. Voilà, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un exposé en fait d'une heure à peu près, une petite heure, qui traitera justement de la médiation de projet pour vous faire peut-être connaître un petit peu cette activité. Et on aura ensuite une séance d'une trentaine de minutes de questions-réponses qui sera modérée par Marjolaine qui a fait l'introduction au CMAP. Donc, à titre préalable, en fait, ce que je voulais vous préciser, c'est un petit peu le périmètre couvert par ce qu'on appelle, nous, donc la médiation de projets numériques. Donc, il s'agit essentiellement de projets, comme son nom l'indique, mais pas seulement, en fait. Donc, des projets de mise en place de systèmes d'information, d'applications complexes, de RP, d'infrastructures, donc tous les projets qu'on peut trouver finalement dans la transformation numérique des organisations et des entreprises, mais aussi des activités qu'on appelle activités récurrentes, par exemple des activités d'infogérance, des activités de gestion de parcs et d'équipements, de composants, d'applications.
font aussi partie du spectre qu'on traite dans ce qu'on appelle la médiation de projet. Donc, on pourrait l'appeler médiation de projet et d'activité, mais le périmètre est donc assez large et donne lieu donc parfois, hein, quand même, il faut le dire, à des difficultés qui peuvent aboutir à des conflits dont on va largement parler tout à l'heure, tous les quatre. Donc, en fait, cette notion de médiation de projet, elle est venue du fait que quand on fait des médiations, soit en étant conseil de ses clients comme Fabienne et Jazia et Caroline, soit comme étant médiateur comme Caroline, encore une fois, et moi-même, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont un petit peu invariantes, récurrentes, qu'on retrouve très, très, très souvent dans les médiations, donc dans les projets qui connaissent des problèmes. Et on a essayé de travailler un petit peu sur les causes les plus courantes finalement qui sont à la source des conflits dans les projets. Et ces causes, il y en a, en gros, de notre point de vue, il y a à peu près cinq grandes catégories de causes. Alors je vais vous les décrire brièvement pour qu'on soit bien, comment dire, positionné sur le cadre de notre sujet. La première grande cause de difficulté, voire de conflit, c'est ce qu'on peut appeler le malentendu sur la chose achetée et la chose vendue. Il arrive très souvent que, à titre d'exemple, le client achète une solution clé en main, alors que l'intégrateur ou le fournisseur a vendu un logiciel avec des adaptations limitées, voire une charge limitée également. Donc, cet élément-là peut être souvent une source de difficulté ultérieure. On a aussi, en termes de malentendus, des problématiques de périmètre, de couverture fonctionnelle, de solutions qui ne sont pas interprétées forcément de la même façon par le client et par le fournisseur, et ce d'autant plus que le projet peut s'étendre un petit peu dans la durée. Et il y a aussi d'autres points qui sont plus en lien avec les contrats, c'est que les clauses contractuelles sont parfois méconnues, voire incomprises par les équipes opérationnelles qui interviennent sur les projets, ce qui fait qu'il y a parfois des difficultés d'interprétation, de compréhension des engagements des uns et des autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle globalement le malentendu sur la chose achetée, la chose vendue. Ensuite, il y a une deuxième grande famille de sources de malentendus et de difficultés, c'est le non-partage finalement de la démarche, de la méthode de conduite de projet, qui donne lieu souvent à des ambiguïtés sur les responsabilités respectives du client et du fournisseur, qui ne sont pas forcément formalisées, partagées, alors qui peuvent l'être dans le contrat, mais qui ne se retrouvent pas forcément au niveau opérationnel. Donc là aussi, souvent, il y a des projets qui ont cette difficulté au départ et qui s'en sortent bien. Et parfois, enfin, les projets qu'on voit arriver en contentieux ou en médiation, il y a souvent cette difficulté-là. Il peut y avoir des interprétations aussi plus spécifiques et différentes entre le client et le fournisseur. Par exemple, puisqu'on parle de projet numérique, vous savez, souvent, il y a des ateliers fonctionnels de spécification et le client ne comprend pas toujours que ces ateliers de spécification puissent être contraints par la solution que le fournisseur a vendue. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième sujet qui est la méthode de conduite de projet non partagée. La troisième grande famille, et c'est une famille alors là, qui est très très fréquemment rencontrée, c'est les flous dans l'expression de besoin ou dans le contenu de la solution. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment de manière invariante. Et du coup, le fournisseur peut avoir interprété le cahier des charges ou ses imprécisions, par exemple dans un grand projet, sans valider sa bonne compréhension. Il y a naturellement les cas de figure où le besoin du client peut évoluer au cours du projet. Alors, du fait de contraintes qui sont nouvelles et qu'il vit au quotidien dans son entreprise ou son organisation, ou du fait qu'il n'a pas été exhaustif au démarrage. Donc ça, c'est pour les projets traditionnels, on va dire. Ces flous dans l'expression de besoin, dans la compréhension, génèrent des difficultés. Et les difficultés, quand elles apparaissent, et c'est la quatrième famille de causes courantes de conflits dans les projets, c'est le manque de dialogue dans l'apparition de ces difficultés. Chacun a quelque part un petit peu tendance à cacher ces difficultés. Le fournisseur, il peut avoir des difficultés techniques qu'il a du mal à résoudre sans qu'il en parle à son client. Le client n'informe pas forcément le fournisseur quand il y a une évolution dans le contenu de ce qui est attendu, dans son organisation, dans son contexte.
Et donc, ce manque de dialogue peut générer des décalages qui peuvent ensuite s'escalader, en fait, finalement, et devenir des conflits. On y reviendra forcément. Et puis, dernier point, c'est la cinquième famille, et j'arrêterai là, c'est ce qu'on peut appeler la différence d'interprétation des actes, c'est-à-dire quand il commence à y avoir quelques tensions, et ben, par exemple, quand le client formalise un retard de livraison par un courrier ou voire un recommandé, ça peut être interprété par le fournisseur comme une volonté de résilier le contrat. Et ça, je vous dis ça parce qu'on l'a déjà vécu dans des médiations, hein, des malentendus de cette nature, alors qu'en fait, c'était simplement ce courrier, si je puis dire, de formalisation de retard était là juste pour marquer le coup dans la tête du client, mais ça n'a pas été compris comme ça dans la tête du fournisseur. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais on trouve quand même un certain nombre d'invariants qui font qu'on s'est posé la question d'essayer de les traiter, de traiter ces sujets le plus en amont possible, et on va y revenir. Et justement, c'est le dernier point de mon introduction, c'est la notion même de médiation de projet. Qu'est-ce que cela recouvre de notre point de vue à tous les quatre, et du CMAP également? Eh bien, en fait, ça recouvre deux volets, deux parties. Il y a ce qu'on pourrait appeler la médiation curative, hein, c'est quand le projet est bloqué ou en échec. Il y a besoin de mettre en place une médiation pour que les parties puissent repartir sur un nouveau pied dans une collaboration plus fructueuse. Et puis, ça, c'est le volet curatif. Et il y a le volet préventif, donc la médiation préventive de projet. Et en fait, ce sont ces deux volets-là que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, Jazia et Fabienne vont commencer sur la médiation curative pour les projets bloqués ou en échec. Et ensuite, Caroline et moi-même, on reprendra l'exposé sur le volet préventif pour pouvoir justement couvrir tout le spectre finalement de ce que l'on appelle la médiation de projet. Voilà, donc je vais laisser Jazia et Fabienne prendre le relais en commençant par leur poser une question introductive finalement. C'est pourquoi et comment finalement recourir à la médiation ou ne pas y recourir quand on a un projet qui est en difficulté, qui est bloqué ou en échec. Voilà, Jazia, Fabienne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Étienne. Je vais tâcher de répondre à cette double question du pourquoi et comment recourir à la médiation. Alors, pourquoi y recourir? Bon, il aura échappé à personne qu'on est dans une période extrêmement difficile, dans un contexte qui conduit à l'accroissement des tensions, des difficultés de compréhension, précisément l'un des facteurs d'échec de projet que tu décrivais tout à l'heure, Étienne. La communication, elle est clé dans tous les projets et elle est particulièrement dans le cadre des projets numériques. Alors qu'aujourd'hui le télétravail est généralisé et que voilà, on n'a même plus ces réunions en présentiel de temps en temps pour remettre de l'huile dans les rouages. Donc, ça facilite sans doute pas la vie aujourd'hui des opérationnels qui sont sur les projets. Et alors, parallèlement, que dans le contexte de la digitalisation des entreprises, les projets numériques prennent une place prépondérante, de sorte que là où à une époque ça relevait de la gestion quasi exclusive de la DSI qui faisait ses petites affaires tranquillement, aujourd'hui on a un pilotage et un contrôle plus important de la direction générale sur ces projets numériques. Donc, il est d'autant plus important dans ce contexte effectivement de les piloter au mieux et lorsque le litige intervient, de faire en sorte que l'échec temporaire du projet ne soit pas définitif et n'ait pas des conséquences plus graves encore. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que pour les partisans de la médiation que nous sommes tous les quatre, les clients ne veulent plus
en tout cas plus autant qu'avant, d'expertise judiciaire de projets IT. Ils sont beaucoup plus réticents à s'engager dans des contentieux longs et coûteux en temps, en argent, en ressources des opérationnels qui doivent s'impliquer dans les litiges, beaucoup plus que dans des litiges commerciaux plus classiques. Et donc, on les comprend, ces clients, puisque en moyenne, aujourd'hui, une expertise judiciaire, c'est 18 mois. Avec au minimum 4 réunions, des experts judiciaires qui vous demandent non seulement donc d'écrire des dires techniques, mais également de faire des présentations PowerPoint avant chaque réunion, ce qui augmente encore le coût de l'expertise pour chacune des parties. Et on arrive parfois à des situations ubuesques où, alors qu'on a des clauses limitatives de responsabilité, mais qui ne vont pas être examinées par l'expert judiciaire, et c'est normal, c'est pas son job, on arrive donc à des situations où le coût contentieux va finir par coûter quasiment le coût initial du projet. Donc ces situations, elles sont détrimentales donc, pour les parties, d'autant que souvent donc, la partie qui est à l'origine de l'expertise, c'est le client, et parfois les expertises dérapent aussi pour lui, parce qu'on le voit, des clients qui arrivent avec des listes de 50 griefs techniques et qui repartent avec un rapport qui leur explique qu'en fait, certes, l'éditeur n'a pas été totalement rigoureux, mais en même temps, ils avaient qu'à mieux exprimer leurs besoins. Donc, c'est jamais évident aujourd'hui quand on part en expertise qu'on repartira avec un rapport qui nous donnera raison. Et quand bien même on pense que le rapport nous donne raison, ensuite on a la partie adverse qui dit l'inverse devant les tribunaux et c'est reparti pour des années de contentieux. Au-delà de ça, ce qu'on voit aujourd'hui également, c'est que l'évolution des pratiques procédurales va vers la reconnaissance de pratiques qui sont issues de l'arbitrage, comme l'interrogatoire, le contre-interrogatoire de témoins que l'on peut faire aujourd'hui devant la Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris. Et donc vraiment, à mon sens, il faut arrêter ce réflexe de l'expertise judiciaire dès que on se retrouve face à un litige qui a une dimension technique. Cette promotion de la médiation, elle s'inscrit véritablement dans cette politique interne que l'on a chez Bird & Bird, qui est d'envisager la médiation à tous les stades du litige et dans n'importe quel litige, de manière à avoir une gestion du litige qui est plus pragmatique et davantage protectrice des intérêts du client. Donc, nécessairement, lorsqu'on a fait ce constat, on se dit que la médiation, c'est le mode idéal de règlement des litiges liés à des projets numériques en échec. Pourquoi? Parce que, je vais commencer maintenant, après cette intro, à répondre à ta question, Étienne. C'est tout simplement parce que la médiation présente de nombreux atouts et en termes de KPI, c'est totalement inégalé. Donc, elle permet d'aboutir à une solution avec des délais très courts, un coût maîtrisé, en faisant des parties, des acteurs de la résolution du litige, et le résultat en est d'autant mieux accepté. La médiation, elle permet aussi d'éviter l'aléa du procès, aussi bien sur les décisions qui seront prises que sur le coût et les délais de résolution du litige. Et dans des litiges qui ont trait à des projets numériques qui sont encore une fois au cœur de la vie de l'entreprise et qui peuvent avoir une importance vitale pour sa survie, son évolution, sa compétitivité, c'est important de pouvoir préserver les relations d'affaires avec son prestataire et côté prestataire, bien sûr, avec le client. Donc, je vous le disais, donc, en termes de KPI, c'est exceptionnel. Donc, là où une expertise judiciaire et une procédure judiciaire peuvent durer 5 ans, 10 ans, on l'a vu avec les contentieux IBM, Maïf, Forestia, la statistique donc, du CMAP, c'est 15 heures en moyenne pour une médiation. Donc, c'est imbattable. Sur les coûts également, des coûts maîtrisés, puisque là encore, selon les dernières statistiques du CMAP, le coût d'une médiation, c'est 6 000 € répartis entre les parties. Alors, bien sûr, ça ne compte pas les frais de conseil, d'accompagnement, mais qui vont rester raisonnables également, qui seront toujours totalement sans rapport avec les frais de conseil que la partie doit engager dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il y a un aspect extrêmement important aussi de la médiation, c'est qu'elle est confidentielle. Aujourd'hui, à l'heure du big data, de la communication des décisions de justice par les juridictions à tous les sites, l'accès en ligne très facilité, c'est important qu'on puisse régler des litiges de manière confidentielle, de manière à préserver sa réputation, sa relation avec le client.
il y a un aspect qui est très important aussi pour des échecs de projets numériques, c'est le fait qu'en médiation, on intègre la gestion des émotions des parties. Et c'est vrai qu'en tant que conseil, ce qu'on voit souvent, c'est que au-delà de l'aspect technique qui est présenté par une partie, en réalité, derrière, il y a souvent une histoire. Il y a souvent une histoire avec des choix politiques en interne faits par une personne qui a choisi une solution plutôt qu'une autre, qui a défendu son projet en COMEX, qui engage sa réputation interne sur la réussite du projet et qui émet donc un prix qui n'est pas visible pour les parties dans le cadre du contentieux. Et tout ça, on le découvre en fait véritablement en médiation. On comprend pourquoi est-ce que cette personne s'est autant opposée, était aussi chiante dans le projet, c'est qu'en fait, véritablement, voilà, elle jouait sa place. Et c'est important que dans le cadre de la médiation, effectivement, on puisse aborder cet aspect-là des choses, alors que dans le contentieux, généralement, ça n'aboutit qu'à une cristallisation, un durcissement du contentieux qui fait que ça va durer des années avec des solutions qui ne sont pas satisfaisantes in fine. Alors, l'un des atouts également qui est essentiel, c'est la créativité, parce que le médiateur ne va pas couper la poire en deux, vous pouvez en témoigner, Étienne, Caroline, il va chercher à mettre les parties sur la piste d'un accord qui leur convient. Et un litige qui arrive sur une demande de réparation de préjudice d'une part et une demande de paiement de facture d'autre part peut tout à fait se terminer en médiation par des concessions réciproques qui reposent sur d'autres flux, on va dire, que uniquement des paiements de sommes d'argent. Je pense par exemple à un litige qu'on a médié et qui s'est terminé par l'achat par l'éditeur des machines à café qui étaient fabriquées par son client qui n'était pas satisfait de la solution. Donc voilà, ça faisait partie du package. Et ça, il n'y a qu'en médiation qu'on peut le faire. Alors forcément, lorsque on crée comme ça la solution en médiation, on arrive à un taux de satisfaction des parties qui est important puisqu'elles ont retrouvé la maîtrise de leurs différends, elles ont conçu la solution avec l'aide du médiateur et des conseils, de sorte qu'on arrive à un taux d'exécution de la transaction qui est extrêmement élevé puisque je crois que selon les statistiques du CMAP, encore une fois, on est à 99%. Donc ça veut dire que on a un taux de réussite très important d'abord, donc de l'ordre de 60% des médiations, et ensuite un taux d'exécution, encore une fois, très important. Et in fine, donc une pérennisation donc, qui est possible des relations entre les parties, puisque dans près de 2/3 des dossiers, les parties continuent de travailler ensemble après la résolution du litige en médiation. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est assez évident qu'il faut envisager la médiation. Et d'ailleurs, petite note au passage, le règlement intérieur national des avocats nous recommande aujourd'hui expressément d'exposer aux clients, lorsqu'on est saisi d'un litige, les différentes solutions de règlement amiable qui peuvent être mises en œuvre dans le litige. Donc, c'est sans doute la première étape avant que ça devienne une obligation. Alors, on se pose quand même souvent la question, on nous pose la question, mais est-ce que quand même il y a des situations dans lesquelles c'est pas une bonne idée d'aller en médiation? Alors, il y a deux réponses possibles. D'abord, quelles sont les mauvaises réponses, quelles sont les mauvaises raisons de ne pas aller en médiation? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser cette situation, notamment parce que les jeunes professionnels sont de plus en plus intéressés à la médiation. On témoigne par exemple le webinaire qui s'est tenu hier sous l'égide du CMAP, donc par des jeunes professionnels qui montrent leur intérêt à la médiation et qui sont à terme potentiellement des avocats, mais aussi des clients. Aujourd'hui, je crois qu'on entendra de moins en moins les clients dire la médiation c'est un signe de faiblesse ou il est trop tard, c'est une perte de temps. Je crois qu'il y a eu un travail très important fait par le CMAP, par tous ses partenaires depuis une vingtaine d'années, et j'espère que voilà, on aura de moins en moins ce type de réponse. Après, c'est vrai que il faut aussi prendre en considération voilà, le timing du litige et savoir si à ce moment-là, au moment où on intervient sur le dossier, c'est le bon moment ou pas. Et ça, c'est assez variable. Je vais pas développer parce que on pourra en discuter un peu plus tard. Alors,
rapidement, donc, pour répondre à la deuxième question, Étienne, je vois que bientôt je vais avoir je vais voir mon micro totalement coupé. Comment aller en médiation? Alors, encore une fois, là, on va se situer vraiment au stade du litige qui s'est cristallisé. Donc, au moment où les avocats sont déjà saisis du dossier, ont échangé des mises en demeure, etc., la médiation, elle peut intervenir à tout moment. Donc, avant tout procès, pendant le procès, on peut demander au juge de l'ordonner, on peut demander au juge de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Alors, j'ai déjà essayé ça. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché, mais je ne désespère pas. Et lorsqu'elle est prévue dans le cadre d'un contrat, bien sûr, il faut la mettre en œuvre, sinon il y a une fin de non-recevoir qui s'oppose à l'action. Donc, globalement, c'est fait. Lorsqu'on choisit de recourir à un partenaire comme le CMAP, c'est facile de la mettre en œuvre. Il suffit d'adresser une lettre au CMAP en accord avec la partie adverse ou pas, d'ailleurs. Il nous est arrivé de faire des saisines unilatérales pour demander au CMAP d'essayer de convaincre la partie adverse d'aller en médiation, et ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, souvent par le biais d'une saisine directe du CMAP, ou alors quand elle est demandée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou suggérée par le juge, bien sûr, c'est l'ordonnance ou le jugement qui fait office de saisine. On peut penser aussi que la médiation a vocation à se développer dans le cadre d'une nouveauté procédurale qui est la procédure participative, qui est une innovation du barreau famille à l'origine, mais qui peut tout à fait s'inscrire dans le cadre des médiations de projets numériques, notamment avec les actes contresignés d'avocats qui permettent d'entendre des parties, de faire désigner un médiateur. Donc voilà, c'est nouveau, et il nous revient vraiment à nous, praticiens, de nous en saisir pour, encore une fois, rejoindre cet objectif de souplesse et d'aborder les choses de manière pragmatique. Merci, Jazia. On va t'interrompre un petit peu. Merci beaucoup. Marjolaine, tu souhaites intervenir pour le sondage voilà, il y a un sondage qui vous est proposé. Il y aura quelques sondages comme ça tout au long de notre webinaire, donc si vous pouvez y répondre, ça serait très intéressant, puisque vous aurez aussi, si je ne me trompe pas, les résultats directement. Oui, voilà, là on est à 40% de réponse. On attend quelques secondes et je vous partage les résultats voilà, dans une petite dizaine de secondes, je pense. Merci, Marjolaine. Alors, il y a une deuxième question. Alors, je vais vous demander d'être relativement succincte, parce qu'on a quand même un programme un peu chargé. En fait, avant de rentrer trop dans le détail, c'est préciser comment se passe finalement une médiation dans les grandes lignes, comment ça se déroule. Alors, certainement, le public a déjà une bonne connaissance, mais pour ceux qui le connaissent moins, peut-être, Fabienne, as-tu des éléments à nous préciser sur ce point-là ? Quelques mots sur l'organisation même de la médiation. Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est les règles d'or de la médiation, et Jazia le soulignait, la médiation, c'est un processus qui est confidentiel. Et c'est bien une règle sur laquelle on ne transigera jamais dans la médiation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui peut se dire dans le forum de la médiation, entre le médiateur et les parties, entre les parties elles-mêmes, reste confidentiel. Et si cette médiation est une parenthèse dans une procédure judiciaire, aucun des propos qui n'aura pu être tenus durant la médiation ne pourra être rapporté au juge de la fonction de jugement. La seule information qui sera communiquée au juge, c'est: la médiation a-t-elle remporté un succès, ou la médiation a-t-elle échoué? Et cette règle-là, elle est fondamentale parce qu'elle crée le forum de confiance au sein duquel les parties vont pouvoir se réunir et, en présence du médiateur, rechercher la solution transactionnelle. Parce que qu'est-ce que la médiation, en définitive? Ça n'est que donner aux parties les moyens de trouver en elles et entre elles la solution aux différends qui les opposent. Et le médiateur, il est là pour faciliter, mais certainement pas pour imposer aux parties une solution qu'il aurait pu envisager pour elles. Comme le disait Jazia, le succès de l'exécution d'une transaction passe par le choix
par les parties de cette solution et non pas l'imposition par un médiateur ou par un tiers de la solution transactionnelle. La deuxième règle d'or de l'organisation de la médiation, c'est de la souplesse. Je crois qu'il n'y a pas une médiation qui ressemble à une autre. Et le médiateur est évidemment le chef d'orchestre, mais il ne peut pas, c'est comme un orchestre, hein, il ne peut pas avancer sans les parties. Et les parties sont elles-mêmes acteurs et maîtres du processus. Et c'est une partition de musique qui se joue à plusieurs parties. Pourquoi la souplesse? Parce qu'en définitive, le médiateur va faire au mieux des intérêts des parties pour les accompagner et les aider à la recherche de sa solution transactionnelle. Alors concrètement, qu'est-ce que se passe-t-il? Évidemment, la restauration d'un dialogue est fondamentale pour retrouver les moyens d'un accord, et le médiateur va, sous son égide, organiser des réunions. Et la médiation, en tant que telle, ce n'est ni plus ni moins qu'une succession d'une ou plusieurs réunions. Et comme c'est un processus excessivement souple, ce peut être des réunions plénières, lors desquelles les parties vont exposer leurs positions respectives, présenter leurs différends, ou bien des réunions séparées, dans un cadre qui est là encore plus confidentiel que la réunion plénière, puisque le médiateur ne peut rapporter à l'autre partie que ce qu'il aura été autorisé à communiquer. Et tout ce processus, tout cet enchaînement de réunions plénières ou de réunions séparées a pour objectif d'atteindre un certain nombre d'étapes, puisque la médiation, c'est un cercle vertueux. On va vers un objectif, et pour atteindre cet objectif, on va passer par plusieurs étapes, notamment une étape qui est fondamentale et qu'on a l'habitude d'évoquer lorsque l'on fait la formation de médiateur, qui est l'accord sur le désaccord. L'objectif, c'est de libérer les parties des éléments toxiques d'un dossier qui vient polluer la discussion et qui pour autant ne sont pas fondamentales à la recherche d'une solution. Et une fois que l'on a trouvé cet accord sur le désaccord et que l'on a défini le périmètre même du désaccord, eh bien les parties peuvent poursuivre leur travail de dialogue et de compréhension et d'écoute surtout pour arriver in fine au succès de la médiation, à savoir l'accord sur leurs différends. Et donc on n'est plus sur un accord sur un désaccord, on est un accord total qui permet aux parties de mettre un terme à leurs différends. Et bien évidemment, l'ultime étape, et le médiateur qui participe très souvent, même si ce n'est pas systématique, c'est la rédaction du protocole d'accord qui viendra clore le processus de médiation si ce dernier a rencontré le succès escompté. Voilà, en grande ligne, ce que l'on peut dire de l'organisation de la médiation. Merci Fabienne. Donc, on est toujours, hein, pour être clair, on est toujours dans ce qu'on appelle la médiation curative, hein, pour les projets bloqués ou en échec, donc dans les cas où vraiment il y a un problème qui est grave sur le projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Fabienne et Jasia, sur comment on se prépare à une médiation? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a pas une recette, mais disons des éléments à préparer, que ce soit dans sa tête ou dans ses dossiers, pour que la médiation s'engage le mieux possible? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux règles à appliquer lorsque l'on part en médiation, c'est l'anticipation, mais aussi la méthode empirique. C'est-à-dire l'anticipation, parce qu'évidemment, ça se prépare. On ne peut pas du tout partir en médiation sans avoir réfléchi au choix du médiateur, sans avoir réfléchi aux parties qui seront présentes lors des réunions de médiation. On parle là d'échecs de projets informatiques et on ne peut pas envisager une médiation sans que les acteurs du projet soient présents à ces réunions. On doit réfléchir néanmoins au nombre de parties représentées en réunion. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'un trop grand nombre de personnes représentant une partie
peut vite tourner à la cacophonie et en définitive avoir un effet contraire à l'objectif poursuivi. Il faut réfléchir évidemment à la posture de transaction. Autrement dit, on ne réfléchit pas simplement aux acteurs, mais on réfléchit à quel est l'objectif on poursuit dans le cadre de cette médiation. Et l'objectif, c'est quelle proposition peut-on faire, quelle proposition peut-on accepter? Et ça nécessite évidemment une anticipation, parce que ça nécessite de la part des conseils d'analyser les risques encourus dans le dossier, puisqu'on est dans le cadre d'une médiation curative, et donc d'envisager quels seraient les risques judiciaires associés à un échec de la médiation, ou en tout cas à un refus de partir en médiation. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Alors ce que je disais que c'est une méthode empirique, c'est qu'évidemment, eh bien, ça nécessite au fil du déroulé de la médiation d'éventuellement revoir la copie que l'on avait imaginée au départ. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir peut-être des acteurs en face du côté de l'autre partie présente qui n'étaient pas ceux du projet, si c'est le choix qui a été fait. Il va donc falloir évidemment parfois revoir la manière dont on envisage de présenter les choses. Et puis, comme le dialogue s'établit et que l'écoute doit également s'établir, eh bien, les parties vont faire évoluer leur position, ce qui va les amener nécessairement à l'application d'une méthode empirique pour petit à petit changer leur posture de présentation de leurs positions respectives dans le cadre de la médiation. Et Jazia, si tu veux peut-être ajouter quelques mots. Je te rejoins complètement sur tous les points. Pour moi, une médiation qui se déroule bien, c'est une médiation pendant laquelle je ne vais quasiment rien dire, parce que précisément, on aura très bien travaillé le dossier en amont avec la cliente, comme tu le disais, en identifiant les personnes importantes pour cette réunion, en identifiant la BATNA, donc Best Alternative to a Negotiated Agreement, et savoir aussi ce que potentiellement, essayer de discuter aussi avec la cliente, déterminant en amont ce qu'il peut y avoir de surprenant dans la position adverse. Parce que voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ces cas-là, il y a les apartés. Si on est surpris et que vraiment on n'arrive plus à réfléchir parce qu'on ne comprend pas ce que la personne en face nous sort en médiation, mais c'est quand même bien, voilà, d'essayer de descendre un peu tous ces points en amont de la réunion. Et clairement, pour moi, une réunion qui n'est pas préparée, c'est souvent une réunion une médiation qui va échouer, quoi. Bien, merci à toutes les deux. Moi, je voulais juste peut-être sur la préparation et par rapport aux facteurs d'autoclé de succès des médiations, ou d'échec ou de succès plutôt, c'est vrai qu'en tant que médiateur, on voit tout de suite les parties qui sont préparées et celles qui ne s'y sont pas préparées, en fait. Et donc là, il y a un rôle au niveau des conseils qui me semble être assez important, très important. Il y a une notion, bon, bien sûr, quand on rentre en médiation, on est en conflit, donc forcément, on est dans un état d'esprit conflictuel. Et juste une des parties de la préparation, c'est justement de permettre aux parties d'être dans un état d'esprit un peu différent, c'est-à-dire de savoir que le conflit, on va en parler, donc de pouvoir exprimer leurs émotions et pas uniquement leurs droits contractuels ou pas. Donc, c'est un point qui est essentiel. Et ça, on le voit très, très vite quand on est médiateur. Et c'est fondamental. Et c'est vrai que quand on est en conflit, on a tendance peut-être souvent certains caractères ont tendance à être bloqués, à ne pas s'exprimer, alors que justement, la médiation, l'exercice, c'est de pouvoir que chacun puisse s'exprimer très librement. Donc, il y a cette préparation qui est très importante. Et puis, il y a une notion aussi qui me paraît assez importante, c'est ce que je pourrais appeler les degrés de liberté, c'est-à-dire savoir jusqu'où l'interlocuteur de représentant la partie 1, jusqu'où il peut aller, c'est-à-dire quels sont ses pouvoirs. Il y a des médiations où les pouvoirs sont complets, parce que vous avez le chef d'entreprise qui est là. Il y a des médiations où les pouvoirs sont plus limités. Et ça, c'est aussi le conseil. Enfin, le conseil a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Bon, comme l'heure tourne, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre exposé qui porte plus précisément sur la médiation de projet préventive, ce qu'on appelle la médiation préventive de projet.
Et puis, on pourra naturellement répondre à vos questions à la suite de cet exposé. Donc, ce que Caroline et moi-même allons vous présenter via un support que je vais partager les grandes lignes de ce qu'on considère comme être la médiation de projet et en particulier la médiation préventive. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Alors, je ne suis pas parti Oui, dans le bon on le sens. voit très bien, Étienne. Voilà, donc on va présenter ce volet-là. Donc, en termes de médiation préventive et curative, mais la médiation de projet, elle répond à un besoin qui est finalement de sécuriser les projets contre des dérapages. Alors, bien sûr, des projets, il y a des motifs de dérapage, vous savez mieux que nous, qu'il y en a des centaines, mais il y a des motifs de dérapage techniques. Naturellement, il y a aussi des motifs de dérapage relationnel. Et donc, le besoin, c'est de sécuriser, d'éviter que les différends deviennent des conflits bloquants, finalement. Et donc, la médiation de projet répond au besoin de faciliter la communication, fluidifier les échanges et détecter finalement au plus tôt les ambiguïtés qui peuvent dégénérer en conflit, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'est de travailler au service du projet et donc finalement préserver les intérêts de chaque partie dans le cadre de la réussite du projet. Alors, ce qu'on appelle l'offre finalement de médiation de projet, ça se matérialise sous forme d'une mission qui est conduite, et on en parlera, Caroline citera tout à l'heure aussi, une mission qui est conduite par un ou plusieurs médiateurs de projet qui vise donc à prévenir et à traiter les différends qui peuvent intervenir au sein des projets. Et donc, c'est finalement une activité qui est complètement dédiée à cette gestion relationnelle, à la compréhension mutuelle, à la fluidification de ces relations. Et c'est, de notre point de vue, une discipline qui s'inscrit dans la gouvernance de projet, hein, au même titre que le reporting, la gestion des risques. Finalement, d'une certaine façon, c'est un complément à la gestion des risques traditionnels que l'on peut trouver dans les projets numériques. Et ça peut s'inscrire, et ça s'inscrit de notre point de vue dans le cadre de la RSE, puisque derrière les conflits, il peut aussi y avoir, et il y a souvent de la souffrance au travail, et donc on s'inscrit aussi dans cette logique-là. C'est pour nous un complément aux prestations de conseil et d'expertise courantes. Alors ça, ce n'est pas une phrase qui est complètement anodine, c'est qu'en fait, il est vrai que les projets numériques ont l'habitude de faire appel à des experts, que ce soit des experts techniques, des experts en organisation, des experts en sécurité, des consultants en gouvernance, etc. Mais pour l'instant, le fait de faire appel à un médiateur de projet n'est pas encore vraiment entré dans les mœurs. Et les premières réactions qu'on a pu entendre il y a quelques années, c'était « mais moi, si je ne sais même pas gérer les différends dans mon projet, c'est que je ne sais pas travailler. Donc moi, directeur de projet, si je fais appel à un médiateur de projet, finalement, je me déjuge. » Alors, la contre-remarque là-dessus, c'est de dire « mais vous faites bien appel à des experts techniques, vous faites bien appel à des experts même en conduite de projet pour vous aider. Donc pourquoi ne pas faire appel à des experts en gestion de la relation ?» Voilà, donc c'est un complément à des prestations existantes et ça ne vient pas du tout se substituer à des compétences ou d'acteurs du projet. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le périmètre, hein, c'est un petit peu tout le domaine des projets numériques, donc le développement, l'intégration de systèmes, les ERP. On peut aussi y voir les partenariats technologiques dans le cadre de la construction d'offres ou de solutions ou de nouveaux concepts numériques, la transformation numérique et les activités récurrentes que j'ai citées tout à l'heure de type infogérance, où là, quand un conflit éclate dans un contrat d'infogérance, la particularité de ce type de contrat, c'est qu'il y a un lien extrêmement étroit et souvent qui est pérenne dans le temps entre le client et le fournisseur. Et donc, finalement, les parties n'ont pas le droit de ne pas s'entendre, parce que sous peine de se sacrifier mutuellement. Et le fait de ne pas avoir le droit de ne pas s'entendre, c'est c'est une condition, c'est même presque un critère pour entrer en médiation. C'est-à-dire qu'on est en médiation, on
la médiation a tout toute sa valeur dans des contextes de cette nature, contrairement à des décisions de justice où là, après, la relation n'est pas forcément pérennisée suite à la décision. Donc, ce périmètre, il porte vraiment sur un ensemble très large d'activités numériques et de projets numériques. Et comme vous l'avez compris, donc les objectifs, réduire les risques, j'en ai parlé, sécuriser le bon déroulement du projet et préserver le climat entre les relations, entre les acteurs, que ce soit des relations interpersonnelles ou des relations inter-entreprises quand on est sur des projets, ce qui est souvent le cas, multiples, avec de multiples partenaires. Alors, avant de vous préciser 2 petits points sur la démarche, il y a un point qui nous paraît aussi très important, c'est qu'un projet, qu'il soit numérique ou pas d'ailleurs, un projet sans différence, sans controverse, sans désaccord, ça n'existe pas. Et c'est là où tout se joue, c'est-à-dire que la médiation de projet, et en particulier sur son volet préventif, a vocation finalement à qualifier les différends qui sont rencontrés par les personnes, par les parties dans le cadre des projets, par les partenaires, et en fonction du type de différend, d'agir ou de ne pas agir ou d'agir différemment. C'est-à-dire qu'on a identifié, nous, 3 grandes familles de différends qu'on a appelés, alors les noms, vous savez, voilà, on a fait des choix. On a un premier différend qui est la controverse. Donc la controverse, c'est vraiment une confrontation d'idées, voilà, qui peut être technique, fonctionnelle, organisationnelle, méthodologique. Voilà, les équipes échangent et ne sont pas forcément d'accord sur le standard technique qui va être utilisé, sur la méthode de collecte des besoins des utilisateurs, voilà, des choses comme ça. Bon, là, on est sur la controverse et on est sur un élément qui est tout à fait propice finalement à la bonne avancée du projet et qui fait partie vraiment de la vie du projet. Et un projet sans controverse, c'est presque un projet en danger, je dirais. Donc, il faut qu'il y ait des discussions, mais il faut qualifier ça. Le deuxième stade, si je puis dire, c'est le désaccord. Donc, on a défini comme étant une opposition entre personnes ou groupe de personnes sur un sujet donné. Donc, par exemple, sur un projet, ça va être la remise en cause d'un livrable ou d'une prestation par le client qui trouve que la prestation n'est pas aboutie, que le livrable est incorrect malgré le fait qu'on en soit à la 4e version. Ça peut être le rejet d'une fonctionnalité qui a été spécifiée, qui a été mise en œuvre et qui finalement n'est pas acceptée par le client. Ce sont juste des exemples. Donc là, on est sur un stade un petit peu plus tendu, si je puis dire, où là, il y a des enjeux plus forts et le désaccord doit faire l'objet d'un traitement particulier. Il doit d'abord être identifié comme étant un désaccord et ensuite faire l'objet d'un traitement particulier. Et puis, le 3e stade, si je puis dire, c'est le conflit. Qu'on définit comme étant une opposition de volonté telle que la satisfaction de l'une des parties empêche la satisfaction de l'autre partie. Donc, les personnes qui participent à ce webinaire et qui sont médiateurs ou formés à la médiation ont déjà entendu cette formulation. Donc là, on est vraiment dans le conflit. Ça peut être la mise en question, la mise en cause de l'honnêteté d'un des acteurs du projet. Ça peut être la mise en cause de sa compétence, de sa volonté d'avancer, voire de freiner le projet. Et là, on est dans le conflit. Et en fait, dans le cadre de la médiation de projet, et en particulier de la médiation préventive, il faut savoir identifier et qualifier ces différends. Et ce qu'on remarque, quand on gère des projets qui sont numériques ou pas, mais bon, moi j'ai géré pas mal de projets numériques, c'est que finalement, les parties, les acteurs identifient, détectent finalement les différends, que ce soit quelqu'un lors d'un comité de pilotage dont on sent qu'il n'est pas intéressé ou qui désapprouve mais qui ne le dit pas. Ça peut être quelqu'un qui ne vient pas des réunions de suivi alors qu'il est pourtant invité à y être en permanence. Voilà. Il y a un certain nombre de signaux, si vous voulez, qui sont très souvent détectés par les acteurs du projet. Mais la particularité, c'est que ces signaux ne sont souvent pas traités. C'est-à-dire qu'on identifie qu'un tel fait la mauvaise tête sur tel sujet ou fait de l'obstruction sur tel autre, mais on ne le traite pas. Enfin, on laisse un petit peu, parfois, la situation se dégrader. Et donc, la démarche de la médiation de projet sur le volet préventif, c'est de détecter les signaux faibles et les difficultés qui apparaissent au cours du projet et de les identifier, de les qualifier finalement, pour pouvoir ensuite les diagnostiquer, c'est-à-dire savoir
de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur une controverse un petit peu tendue? Est-ce qu'on est sur un différend? Est-ce qu'on est sur un conflit? Et naturellement, en fonction du type de différend qu'on rencontre, le médiateur de projet va proposer une démarche de résolution qui ne sera pas forcément la même selon les cas, et va proposer d'accompagner les parties dans la résolution du différend ou des différends et suivre les solutions de mise en œuvre et ainsi arriver à un déblocage ou à une accélération finalement de l'avancée du projet. Voilà, donc là on est sur vraiment la démarche, comment dire, générale de détection, de qualification et de traitement des différends dans les projets pour éviter qu'ils ne dégénèrent en conflit. Alors, pour mettre en place tout ça, comment on fait? Quels sont les grands principes que l'on propose? Je vais laisser la parole à Caroline pour nous expliquer finalement les spécificités et les modalités de mise en œuvre de cette médiation préventive de projet. Caroline. Merci Étienne pour cet exposé que je vais compléter. Nous sommes partis de la constatation qu'en matière de projet de IT, il y a à peu près 65% de taux de dérapage de projet avec des surcoûts importants soit pour le client, soit pour le prestataire qui ne peut pas forcément répercuter ses coûts sur ses clients, avec des atteintes à l'image de marque pour l'une ou l'autre des parties, des contentieux longs et aléatoires. Voilà, donc ça c'était la première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'il y a donc, comme l'a dit Étienne, des outils qui existent, des directeurs de projet aguerris, des solutions logicielles de gestion de projet, etc. Et pourtant, il y a des dérapages nombreux dans le domaine des projets IT, qui sont souvent des projets complexes et des projets qui nécessitent, qui impliquent de nombreux acteurs. Voilà, donc on s'est dit, utilisons, puisqu'il y a 70% de taux de réussite des médiations pour régler les litiges, utilisons la médiation pour prévenir autant que possible les litiges, que les difficultés ne se transforment pas en blocage de communication et en litige. Et donc, nous sommes dit, utilisons le médiateur dès le début du projet, le plus en amont possible, alors plutôt quand le contrat se signe, se négocie, on préconise d'insérer une clause de prévention des différends, et dans laquelle on va prévoir que les parties décident donc de faire intervenir dans la gouvernance du projet, dans le cadre des comités, par exemple de pilotage, un tiers facilitateur désigné par les deux parties. C'est vraiment la spécificité de la médiation de projet, c'est que pour une fois, les parties vont ensemble, d'un commun accord, désigner un outil, enfin une personne qui va agir pour les deux, qui va être payée par les deux. Et ça se fait notamment déjà dans le domaine de la recherche et du développement, ça se fait dans le domaine de la construction, qui sont là aussi des projets qui nécessitent souvent des investissements financiers lourds et qui mobilisent de nombreux acteurs. La condition, avant de rentrer dans les, ou plutôt disons dans le cadre des spécificités de la médiation de projet, je dirais qu'il y a une condition sine qua non pour que ça marche, c'est la volonté commune quand même des parties que le projet IT se passe bien. Ça a l'air un peu évident ce que je dis là, mais encore faut-il que les deux acteurs, les prestataires et les clients, soient, pour côté prestataire, bien d'accord pour limiter les surcoûts dans le cadre des projets, parce qu'on voit que dans les projets d'intégration de RP, par exemple, il y a beaucoup de surcoûts souvent. Voilà. On accepte pour remporter le marché des conditions draconiennes, et puis on rajoute des coûts après. Et puis côté client, on tire sur les coûts aussi. On négocie au plus sec, et puis derrière on a des besoins qui évoluent et tout ça, et on voudrait que ça soit
que ça soit toujours dans le forfait. Enfin, c'est bon. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une approche gagnant-gagnant dans la gestion du projet IT et d'être animé par un souci d'équité et non pas que chacun agisse strictement dans ses intérêts exclusifs. Donc, c'était un petit préliminaire, mais important. Alors, que fait le médiateur? Donc, en pratique, il va participer au comité de pilotage, c'est ce qu'on suggère, mensuellement, éventuellement au comité contractuel juridique. Il peut également proposer la tenue de comités ad hoc ou de réunions s'il considère que c'est nécessaire. Il va travailler en collaboration avec les directeurs de projet sur la cartographie des risques, sur l'actualisation de cette cartographie des risques au fur et à mesure. Il va assurer le suivi de la mise en œuvre des actions de prévention. Il va alerter les parties sur les signaux faibles, sur ce qu'il voit qui est un nid à microbes. Moi, j'appelle ça les nids à microbes susceptibles de dégénérer. Et puis, il va aussi aider les parties à résoudre les difficultés, les litiges qui peuvent naître au cours du projet. Donc, c'est un travail éminemment collaboratif. Le médiateur de projet n'a absolument pas vocation à se substituer à personne. Les directeurs de projet connaissent parfaitement leur métier. Voilà, ce sont des techniciens. Donc c'est un travail collaboratif, c'est un travail qui nécessite d'avoir accès aux informations. C'est clair, c'est un peu comme les DPO dans les entreprises. S'ils n'ont pas accès aux informations, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose pour pouvoir alerter donc les parties sur et pouvoir sensibiliser les parties et traiter les difficultés. Ça implique donc d'être très à cheval sur la confidentialité. Comme dans les médiations curatives où on règle des conflits, on ne peut évoquer on ne peut partager avec l'autre partie que ce que chacune veut bien partager avec l'autre. Et le médiateur doit bien s'assurer qu'il peut partager les informations qu'il a récoltées dans le cadre de son poste d'observation, qui est toujours un point d'observation privilégié. Le médiateur a toujours accès aux informations des deux côtés, donc il faut savoir en user avec délicatesse. Je précise également que le médiateur ne décide pas à la place des parties, il ne tranche pas, il n'émet pas de rapport. Par contre, il peut être amené à faire des préconisations, il peut proposer l'intervention d'experts informatiques, juristes, etc. Et en cela, la médiation de projet, telle que nous la concevons se distingue un peu de ce qui peut se faire dans le cadre des dispute board resolution, où on peut attribuer aux membres du dispute board un pouvoir de décision que nous ne souhaitons pas en tant que médiateur avoir. C'est vraiment la capacité, c'est vraiment générer chez les clients et les prestataires la capacité de trouver des solutions à leurs difficultés, de les éviter, mais voilà, le but, c'est de favoriser le bon développement du projet, mais de se substituer à personne. Qui est le médiateur en pratique? C'est donc une personne désignée par les deux parties, qui peut l'être parmi la liste des médiateurs du CMAP si c'est le CMAP qui est choisi comme centre de médiation. Dans tous les cas, c'est un tiers aux parties qui doit veiller bien sûr à ne pas être en conflit d'intérêts. C'est un marché, l'IT, qui est quand même assez circonscrit, donc il faut faire attention de ne pas avoir de conflit d'intérêts, pour rester indépendant, neutre, impartial. C'est une personne donc, qui est soumise à l'obligation de confidentialité et qui est formée à la médiation. En pratique, soit ça sera un conseil en système d'information, plus un spécialiste de l'IT, soit ça sera plus un juriste ou un avocat du domaine de l'IT, mais en tout état de cause, il est recommandé que le médiateur connaisse le domaine, comprenne le langage en question, puisque un des atouts, une des conditions, je vais dire, pour une bonne médiation et pour être
un médiateur qui marche bien, c'est évidemment la capacité à générer de la confiance et à la garder au fil des médiations et donc là, au fil du projet, tout au long du projet. Cela implique donc de la part du médiateur d'avoir certaines qualités que je qualifierais comme le goût des autres, le goût des projets informatiques, une certaine bienveillance, un petit doigt de diplomatie et une bonne réactivité pour faire corps avec le rythme aussi du projet et s'inscrire comme tous autres consultants et tous autres acteurs du projet dans le cadre de celui-ci. Donc, c'est un travail un peu différent de celui qui est exercé dans le cadre de la médiation de conflits, je dirais, hein. Mais c'est vraiment décliner les techniques de la médiation dans le cadre de ce nouvel usage dont nous pouvons espérer on peut vraiment espérer que ça va se développer dans la pratique comme la médiation de conflits a pu se développer en 10 ans de manière considérable. On est, nous, convaincus que c'est un outil exceptionnel parce que c'est un outil commun et donc ça nous semble particulièrement adapté au domaine de l'IT. Et j'espère que nous aurons ici réussi à vous en convaincre. Voilà. Merci Caroline. Okay. Juste un petit point complémentaire sur les modalités de mise en œuvre sur lesquelles je voudrais revenir. En fait, Caroline a à juste titre indiqué que la notion de médiation de projet pouvait idéalement peut être mise dans le contrat, finalement prévue au contrat entre les parties. Mais il s'avère qu'il y a des projets qui n'ont pas prévu ça au contrat et en gros, voilà, c'est pas tragique parce qu'on peut quand même faire de la médiation de projet même si c'est pas prévu au contrat. Donc ça peut, à titre d'exemple, être mis en œuvre au cours du projet, un projet qui se déroule correctement et puis il y a des difficultés et voilà, on peut faire appel à un médiateur de projet sans que ce soit forcément prévu au contrat, mais naturellement, comme l'a dit Caroline, il faut que les parties en soient d'accord. Donc, ça peut être une décision d'un comité stratégique, d'un comité de pilotage ou des deux dirigeants ou 3 ou 4 dirigeants des différents partenaires du projet. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui me paraît aussi intéressant, c'est la médiation de projet post-médiation curative. Les projets ou des activités qui viennent en médiation curative parce qu'ils sont bloqués en échec, et pour lesquels la médiation aboutit, peuvent faire appel à un médiateur de projet pour, d'une certaine façon, faire la maintenance ou le service après-vente de la médiation, c'est-à-dire veiller à ce que les relations entre les parties restent bonnes après le passage de l'obstacle du conflit qui a été surmonté conjointement. Donc, ça peut aussi intervenir après une médiation curative telle que présentée par Fabienne et Jazia tout à l'heure. Donc, voilà, il y a beaucoup finalement de possibilités de mettre en place la médiation de projet, même si on n'a pas prévu au contrat, et il arrive naturellement qu'il y ait surtout sur les gros projets où c'est prévu dès la phase contractuelle. Complètement. Voilà. Le médiateur de projet est un tiers facilitateur dont on peut user à loisir selon les besoins. Enfin, user, c'est peut-être pas le terme, mais dont on peut profiter à tout stade du projet et même en phase de run, le cas échéant. Absolument. Voilà l'exposé que nous voulions vous faire sur le sujet. Je pense que, sauf si Fabienne, Jazia ou Caroline, vous souhaitez rajouter d'autres points. Alors, c'est difficile, hein. Honnêtement, c'est un exercice difficile de vous faire un topo d'une petite heure sur la médiation de projet. Vous avez compris qu'on pourrait rester facilement plusieurs heures sur le sujet, mais on ne va pas non plus vous abuser de votre temps. Je pense que maintenant, on est tout à fait intéressé pour entendre vos questions. Alors, ces questions, vous pouvez les poser par écrit ou lever la main virtuellement et Marjolaine pourra se faire l'écho des questions que vous posez de manière à ce que nous puissions y répondre. Oui, alors nous avons Yann de Pontbriand qui voudrait prendre la parole, donc je vais lui passer la main. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé.
Moi, je suis un peu un homme de l'informatique et je pense que j'ai une médiation à mener et il a fallu déjà que je commence par justifier ma capacité à comprendre techniquement l'environnement euh, informatique des gens qui étaient en différent. Et je trouve peut-être qu'une suggestion, ce serait d'avoir une qualification au CMAP qui certifie des connaissances techniques, puisqu'on en a parlé à la fois en préventif ou en curatif, pour pouvoir intervenir librement sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, sur le BTP, j'ai aucune compétence et je ne pourrais pas en acquérir, mais sur les systèmes d'information et sur les organisations, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc, je serais assez intéressé à travailler sur ce genre de sujet. Si je peux me permettre, lorsque le médiateur est désigné, il est désigné en considération du souhait des parties et il appartient donc aux parties de préciser si elles souhaitent un… Enfin, la question est posée par le CMAP, je pense que Marjolaine va le confirmer. En général, on choisit le médiateur dans le domaine voilà, dans lequel il travaille, enfin, il connaît le domaine en question. Donc, oui. Alors, c'est drôle parce que c'est aussi une question de stratégie avec Fabienne. Je pense que on en discute souvent de part et d'autre. Est-ce qu'il faut choisir un médiateur spécialisé IT ou au contraire un médiateur côté client? Voilà, c'est des discussions qu'on a en tant qu'avocat sur quelle est la personnalité du médiateur que l'on souhaite. Et j'aime beaucoup votre question, Yann, parce qu'elle fait écho à des discussions qu'on a eues tous les quatre en préparation de ce webinaire, justement sur est-ce qu'il faut regarder les pièces en tant que médiateur? Est-ce que c'est un facteur d'échec, de succès de la médiation? Mais voilà, bon, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Étienne, je te laisserai partager ce qu'on s'est déjà dit entre nous. Je peux peut-être là-dessus vous dire, je pense qu'effectivement, il y a un vernis à avoir pour pouvoir comprendre les termes, mais comme dans toute médiation, le médiateur, il ne faut surtout pas qu'il rentre trop dans les pièces, car il va se perdre et perdre en fait la main de ce que vous avez dit tout à l'heure, de devenir expert dans la gestion de la relation et pas du tout expert dans la matière. Et je crois que c'est à peu près ce petit bémol qu'il faut mettre dans la façon de faire. Connaître le langage, oui, parce que quand on vous parle de serveur ou de réseau, il faut savoir à peu près de quoi il retourne derrière. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans la technique parce que sinon, vous allez vous faire embarquer. Comme dans la technique du droit, d'ailleurs, il y a des grands spécialistes pour ça, donc il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Absolument. Non, mais Yann, vous avez parfaitement raison. En fait, vous avez posé la question et vous avez fourni la réponse. Oui, je partage, personnellement, je partage votre avis. Le médiateur doit savoir de quoi on parle pour comprendre et pas être un irritant dans un conflit qui est déjà ouvert et en posant des questions, entre guillemets, qu'il ne devrait pas poser sur le contenu technique, sans naturellement être un expert. Parce que le médiateur, il a quand même un atout majeur dans tous les conflits, c'est qu'il a le droit d'être naïf. Et donc, même s'il y a des choses qu'on connaît au plan technique, on a tout à fait, je trouve que c'est assez productif de poser des questions techniques naïves pour que les parties s'expriment et ça peut, dans les réponses à ces questions naïves, peuvent révéler justement des malentendus entre les parties. Donc en fait, de mon point de vue de médiateur, le médiateur il doit être très, très expert effectivement dans le processus de médiation, dans le déroulé de la médiation, dans la gestion de la relation, dans la compréhension de la gestion de la relation. Il n'a pas besoin d'être un expert technique pointu, mais il doit effectivement maîtriser le vocabulaire. Ça, c'est mon point de vue. Et je crois que Caroline veut rajouter des choses. Non, je suis tout à fait d'accord, complètement d'accord avec toi, Étienne. On ne peut pas garder la confiance des parties et la crédibilité nécessaire en tant que médiateur si on ne comprend rien au domaine et on ne va pas se mettre à découvrir le domaine en médiation. Enfin, à mon sens, c'est très risqué. C'est risqué. Voilà, après, il y a des médiateurs qui pensent qu'il faut être totalement vierge, mais ça me semble très, très compliqué, notamment dans le domaine de l'IT, qui est quand même un domaine assez complexe techniquement. Merci beaucoup. Alors, dans le prolongement de cette question, on a une écrite qui est comment se gère le déséquilibre entre le prestataire sachant et le client non sachant, voire sans SI intégré au niveau de la médiation.
Alors, oui, alors ça c'est une question. Le déséquilibre, ça va dépendre, je pense, déjà de la nature de la relation contractuelle. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur une médiation où il y avait un contrat avec un engagement de moyens, donc le prestataire a mis en avant naturellement, et qui était effectivement un engagement de moyens sur un projet qui n'a pas abouti, ou qui a mal abouti. Et effectivement, le client en face était un client sachant parce qu'il avait quand même une DSI conséquente, mais lui fait valoir le devoir de conseil. Donc, engagement de moyens plus devoir de conseil versus engagement de résultat, quelque part. Bon, alors comment se gère ce déséquilibre? Là, je dirais qu'on est sur une question extrêmement pointue à laquelle on ne peut pas répondre de manière générale. C'est-à-dire que je suis un peu désolé, mais ça dépend beaucoup du contexte et de la façon dont les relations ont été établies. On peut avoir un client non sachant sur le plan technique, mais qui est un client par définition qui est sachant sur son métier. Et dans les projets numériques, le volet technique et le volet métier sont intimement liés. Donc en fait, et c'est là où il y a beaucoup de problématiques en fait, hein, c'est que le client sachant sur son métier s'appuie sur le volet sachant du prestataire sur l'informatique, mais ça ne suffit pas forcément. Et en effet, le médiateur, il est là pour mettre en évidence justement ce qu'on pourrait appeler les trous dans la raquette sur ces points-là, pour voir si les parties conviennent de cette difficulté et identifient des solutions. Ouais. Merci Étienne. Moi, je rajouterais que le rôle du médiateur, c'est souvent de gérer des déséquilibres. Il y a des parties qui viennent accompagner leur avocat quand d'autres n'ont pas d'avocat. Il y a des parties qui viennent, les deux sont avec leur avocat, mais il se trouve qu'il y a un des avocats qui n'est pas forcément convaincu par le processus de médiation, qui n'aime pas la médiation pour des raisons ou pour une autre. Donc, des déséquilibres, il y en a souvent et ça fait partie de l'activité d'avocat de gérer ça. Voilà. Et pour compléter, en fait, en effet, Caroline a bien mis le doigt sur le sujet du déséquilibre. Le médiateur a vocation à faire comprendre justement à chacune des parties la particularité de la position de l'autre partie, en fait. Et ce déséquilibre, il se gère comme ça. Vous comprenez bien que monsieur n'est pas du tout un expert sur les ERP, donc ne pouvait pas vous imposer un certain nombre de règles, n'a pas su vous expliquer les données qu'il fallait reprendre, par exemple. C'est un exemple. Et c'est là où peut commencer une forme de compréhension mutuelle. Donc, le médiateur, finalement, il pose les questions et il cherche à faire comprendre à ce que chaque partie comprenne finalement mieux le positionnement de l'autre. Alors, nous avons Monsieur Jean-Louis Rouzet qui aimerait prendre la parole, donc je vais lui passer la main. Voilà. Eh bien, bonsoir à tout le monde. J'ai entendu et écouté avec grand plaisir cette première partie de l'intervention sur la médiation de projet. Avant de vous expliquer une des expériences assez originales que j'ai eues, j'ai un peu le sentiment qu'il y a un peu une contradiction entre médiation et projet. Médiation, avec toute l'expérience qu'on peut avoir, c'est une solution de l'aide à la résolution de conflits. Or là, quand on est dans un projet, on n'est pas encore dans un conflit, on est plutôt dans un accompagnement. C'est le sentiment un peu que j'ai. Et j'ai aussi le sentiment que c'est tout un pan d'activité à communiquer ou à faire comprendre aux entreprises qu'on a un sujet pas très onéreux pour les entreprises, mais d'accompagnement en fait pour faire évoluer un projet ou plusieurs projets. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que j'ai été appelé, j'étais expert comptable, et j'avais été appelé il y a 1 an par un de mes clients qui avait à peu près le même âge que moi, qui était le patron d'une boîte de conseil d'assez haut niveau, d'accompagnement de chef d'entreprise, et qui m'a demandé est-ce qu'il serait possible que tu m'accompagnes dans un projet d'ouverture de capital avec deux de mes collaborateurs avec lesquels je travaille depuis de nombreuses années, qui ont pleine qualité.
mais ce serait bien que tu essayes de nous accompagner parce qu'il y a forcément des choses que nous n'osons pas nous dire. Il y a plein de sujets effectivement sensibles, des choses auxquelles on ne pense pas, aussi bien au niveau financier, au niveau, enfin, plein de domaines. Et j'ai dit, OK, on va tenter l'expérience. Ce que j'ai fait, malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs, c'est malheureusement, la conclusion a été que les deux personnes en question n'étaient pas aptes à prendre la direction. Et je voulais dire par là que c'était quand même une expérience excessivement intéressante et dans un sujet où on n'est pas en conflit encore. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire cette mission. Je prends la main. Vas-y. La médiation, habituellement, c'est vrai que c'est pour régler des conflits, mais les projets informatiques, tout au long des projets, il y a des difficultés. Alors, c'est dommage, évidemment, d'attendre que ça devienne des blocages, enfin, que ça aboutisse à un blocage total de la communication, que ça se transforme en litige. Donc, l'idée, c'est en effet de gérer non seulement les conflits, mais aussi en amont les difficultés et de les anticiper, en fait. Oui, voilà, oui. Mais je pense que ce que vous appelez accompagnement, là, dans l'expérience que vous avez citée, on n'est pas loin de la médiation de projet. C'est-à-dire qu'en effet, vous dites qu'il n'y avait pas de conflit, mais il est très vraisemblable que votre intervention ait permis d'éviter qu'il y ait peut-être des malentendus, vous avez peut-être évité des graines de conflit d'éclore d'une certaine façon. Et c'est ça, je pense que c'est ce que vous appelez accompagnement. Et c'est aussi, à mon avis, une des vocations de la médiation de projet. Alors, on n'a pas retenu, nous, le terme accompagnement parce que on s'est dit qu'accompagnement, c'était souvent, on accompagnait une partie, c'est-à-dire qu'on aide une partie dans l'évolution de son projet. Là, on est vraiment en médiation entre les parties, en fait, d'où la médiation. Et on se positionne vraiment sur ce point-là, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un médiateur de projet sur un gros projet, quel qu'il soit, n'exclut pas qu'il y ait des accompagnants de part et d'autre pour chacune des parties, des conseillers, des consultants, etc. Mais nous, notre matière première, finalement, c'est la relation. Et je pense que c'est ce que vous avez fait et que vous intégrez sous le vocable accompagnement. Donc, vous avez déjà fait de la médiation de projet, Jean-Louis. Et c'est passionnant. Je confirme. Parce qu'on est effectivement dans un contexte, sauf si ça dégénère, mais on est dans un contexte plutôt positif et ça change un peu, quoi. On ne voit pas encore les gens pleurer autour de la table, là. Mais je me permettrai de vous dire que même quand ça dégénère, c'est passionnant, Oui. surtout quand on aboutit à quelque chose de positif à la fin. Oui, absolument. J'allais dire la même chose, oui. Alors, nous avons Monsieur Thierry Granger qui souhaiterait prendre la parole. Excusez-moi, juste une petite parenthèse. Je disais que c'est peut-être aussi un domaine dans lequel le CMAP pourrait peut-être investir. Mais quand je dis investir, c'est faire de la communication. Ça me paraît effectivement tout un sujet tellement vaste à proposer aux entreprises. Il faudrait vraiment qu'on essaye de se démarquer un peu des autres centres de médiation pour développer cette activité. Je suis un peu vexée là, parce que je pense que non, mais je plaisante, c'était une petite boutade parce que c'était effectivement l'objectif ce soir de faire la promotion de cette offre du CMAP portée par Caroline et Étienne. Voilà. Donc, et nous y sommes en effet sur la promotion et c'est un travail. Et on entend l'encouragement. Voilà, on entend l'encouragement, donc à en faire la promotion encore davantage. Mais je suis partant pour vous. Je suis partant si vous avez besoin d'aide. Hein. Toujours. L'union fait la force. Tout à fait. Voilà, je vais passer la main à Monsieur Thierry Granger. Vous pouvez réactiver votre micro. Voilà. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation et cet enchaînement. J'ai trouvé que effectivement vous étiez très complémentaires. C'était très intéressant. J'aimerais revenir sur un point qui est sur la préparation et j'ai noté que un gros travail de préparation était nécessaire en sélectionnant les bonnes personnes ou les bonnes parties qui allaient se présenter autour de la table de médiation.
Il y a un secret, parce que moi je travaille dans l'informatique et j'ai plutôt l'habitude de réunions où on se présente à 3, 4 sur un sujet, avec des fournisseurs ou des intégrateurs qui viennent eux aussi à 3 ou 4. Et c'est assez difficile souvent de trouver une tête, en fait. Donc, avez-vous un secret? Je ne dirais pas que c'est un secret. Je pense que dans le cadre de la préparation et de l'identification des personnes, on a 2 objectifs dans le cadre d'une médiation. Le premier, ça passe par la présentation du différent et la compréhension que chacune des parties a du différent. Et c'est vrai que dans cette première partie de la médiation, il est important d'avoir un acteur opérationnel du projet. Et une seule personne, dans ce cas-là, peut suffire à présenter les difficultés rencontrées dans le projet. Mais la médiation, ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas simplement l'expression ou l'exposition des parties de chacune, c'est la recherche de la solution transactionnelle. Et dans ce cadre-là, la recherche de la solution transactionnelle, elle peut nécessiter qu'une autre personne que le patron du projet, le directeur de projet, soit présente pour aider à la recherche de cette solution et la capacité, au sens pouvoir juridique, de poser une solution sur la table. C'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, dans le cadre de projets, d'une médiation sur des projets informatiques, nécessairement envisager deux personnes, voire 3, mais pas davantage, avec cette double compétence pour à la fois nourrir le débat sous un angle technique, mais également apporter des solutions qui passent souvent quand même par des solutions juridiques. Je te rejoins complètement, Fabienne. Je crois que la question du choix des interlocuteurs, elle relève aussi de la stratégie. Parce que si on peut avoir intérêt à faire exploser des émotions en réunion, on peut aussi souhaiter éviter certaines personnalités conflictuelles. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut quand même savoir quelle est la personnalité des personnes que l'on veut mettre autour de la table et face à qui elles seront. Et essayer d'anticiper un peu quel va être le jeu des échanges entre les parties. Première chose. Deuxième chose, on l'a dit à plusieurs reprises et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des personnes qui partagent pas cet avis, mais là je crois qu'on est d'accord. En médiation, on n'a pas intérêt à aller trop dans le détail technique. Donc, c'est plutôt dans l'intérêt des parties d'avoir des personnes qui ont une vision de la façon dont doivent se dérouler les projets, mais pas nécessairement la personne qui était les mains dans le cambouis et qui a tout pris de face, que ce soit côté client ou Presta. Sauf encore une fois, est-ce que ce soit dans la stratégie, donc ça c'est assez variable et les intérêts peuvent aussi être divergents, bien sûr, selon le côté duquel on se situe. Mais en tout cas, j'aime beaucoup votre deuxième question que vous allez poser sur la méthodologie agile. Moi, je pense qu'il faut être assez pragmatique, qu'il ne faut pas hésiter au cours de la médiation à faire intervenir les personnes qui semblent, au fil des discussions, pertinentes à intégrer. C'est bien d'avoir autour de la table quand même des gens surtout qui ont participé autant que possible au projet et qui peuvent raconter. Parce que aussi, si on a par exemple des juristes sans opérationnel, il manque une partie de l'histoire. Et voilà, il faut rester très pragmatique. Quant à l'aspect, faut-il aller très au fond des aspects techniques? Des fois oui, des fois non. C'est vraiment un peu au cas par cas, au feeling. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose en répondant de manière duale à votre question. C'est ce qui ne marche pas, ce qui complexifie énormément la médiation, c'est quand une partie est représentée donc, par plusieurs représentants qui peuvent ne pas être alignés entre eux. Ouais. Et là, pour un médiateur, c'est très compliqué parce qu'en fait, le médiateur de projet, on s'est aussi beaucoup posé la question. Le médiateur de projet, en préventif, il est entre les parties. Hein. Bon. Mais souvent, les parties, ce n'est pas une partie, c'est plusieurs parties. Il peut y avoir des partenariats qui sont mis en place pour fournir une solution. Et il peut y avoir entre les partenaires des différences forcément, il y a entre les partenaires des différences d'enjeux, des différences de point de vue. Mais le médiateur de projet ne peut pas
faire la médiation, être médiateur entre les partenaires, parce que sinon il va perdre sa légitimité dans son rôle de médiateur entre le consortium de fournisseurs et puis le client. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un alignement d'une partie, même si elle est représentée par plusieurs acteurs. Et donc, c'est en ça que la préparation a un sens, et en ça que la médiation aussi. Hein. Dans la médiation, il arrive que le médiateur, à un moment, constate qu'il y a des accords entre les intervenants d'une même partie, et peut mentionner ça en aparté en disant il faudrait que vous éclaircissiez un petit peu ce point-là, parce que pour l'instant, c'est pas clair. En tout état de cause, il est aussi important de savoir qui décide chez chacune des parties et d'avoir autour de la table autant que possible les décideurs, parce que c'est bien beau de négocier des choses, de discuter, etc. Mais si les personnes n'ont pas le pouvoir de décision, n'ont pas les bons pouvoirs, ça peut s'avérer très handicapant pour la transaction. Voilà. Ça, c'est pour le volet curatif, en fait. Pour le volet curatif. Sur le préventif, on n'est pas obligé d'avoir des décideurs autour de la table, puisqu'il peut y avoir des controverses ou des différends légers qui se traitent entre les personnes sans forcément il y a la hiérarchie qui sont impliquées. Et le médiateur projet joue un rôle à ce niveau-là aussi. Alors, nous avons un participant qui nous dit « Je pense que la posture du médiateur diffère suivant qu'elle soit médiation en général et une médiation de projet. Qu'en pensez-vous? Et si oui, quels seraient les points de différence ?» Alors, bon, Caroline, moi je peux y aller. Alors, la posture est différente, en effet, surtout quand on est sur le volet préventif. Quand on est sur le volet préventif, en fait, le médiateur, il a un rôle extrêmement important de détection des signaux faibles de différents pour pouvoir les identifier, éventuellement les qualifier avec les parties. Au bout de la qualification, d'ailleurs, les parties peuvent dire « mais non, il n'y a pas de problème, c'est un faux problème, on va le traiter facilement ». Donc, il joue un rôle extrêmement, à mon avis, important dans la détection et donc avec des capteurs de signaux faibles, si je puis dire. Alors, ces capteurs de signaux faibles, le médiateur, quand il est en médiation curative, il s'actionne aussi, mais il s'actionne plus sur le comportement, le comportement non verbal, enfin voilà, sur un certain nombre d'éléments de communication de chaque partie, mais il n'est pas là pour traiter des signaux faibles. Donc, je pense que vraiment le point clé, c'est ça. Et ensuite, en médiation préventive de projet, il a un rôle de qualification et il met les parties autour de la table pour leur dire, voilà, moi j'ai identifié qu'il y avait une ambiguïté sur tel sujet, est-ce que vous en êtes conscient? Oui, non, sinon, est-ce que c'est une vraie question ou pas? Et donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être autant développé dans la médiation curative, où là on est vraiment dans l'identification des points durs et puis dans la recherche de reconnaissance mutuelle et de solutions sur chacun de ces points. Donc, je pense que c'est sur ce volet captation des signaux faibles qu'il y a une petite différence. Mais les fondamentaux sont un peu les mêmes, je pense, hein, quand même. Alors, on nous demande également, selon vous, l'idée de la comédiation est-elle intéressante à creuser dans la médiation de projet? Alors, je veux bien répondre. La comédiation est toujours intéressante. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est très enrichissant pour tout le monde d'avoir des co-médiateurs s'ils sont complémentaires, si le sujet est complexe, c'est très bien. Maintenant, il faut que… Moi, je dis une comédiation, c'est déjà une médiation entre les médiateurs. Donc, il faut être bien complémentaire, que le mariage entre les co-médiateurs fonctionne bien. Mais oui, pour l'avoir vécu, c'est bien la comédiation, de mon point de vue. Oui, mais je suis… Alors, écoutez, je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Non. A priori, on a terminé les questions. Ah, une question.
Quel est le point de départ pour une partie qui pense à choisir la médiation de projet ou une certaine partie du projet? Est-ce que les parties du contrat doivent être d'accord si la médiation n'était pas prévue à l'avance dans le contrat? Il faut toujours que les parties soient d'accord pour faire de la médiation, parce que s'il n'y a pas d'accord des parties sur le principe de la médiation, sur le principe de faire des compromis, il n'y a pas de médiation possible. Donc après, c'est de la formalisation. Ce n'était pas prévu au contrat, c'est pas grave, on fait un avenant s'il faut. Voilà. Je pense que la partie qui souhaite mettre en place une médiation de projet, voilà, comme le dit Caroline, peut être à l'initiative et proposer la médiation de projet à l'autre partie, mais en effet, cette médiation de projet ne pourra être mise en place que si les deux parties sont d'accord. Alors, une dernière question. Pardon, voilà, les honoraires. Forfait temps passé, taux horaire. Alors ça, c'est une belle question à laquelle nous avons beaucoup réfléchi. En fait, ce à quoi nous sommes arrivés, c'est la chose suivante. Le médiateur de projet a vocation à être tenu au courant, à être informé de l'avancement, de l'évolution du projet. Pour une raison très simple, c'est que le jour où il doit intervenir, il ne faut pas qu'il débarque sans rien savoir du déroulé du projet. Donc, il y a une activité du médiateur de projet qui est une activité d'information permanente sur le déroulé du projet, qui peut prendre la forme soit de participation régulière à des comités, soit l'envoi de documents, de comptes rendus, etc. Et donc ça, dans notre esprit, c'est quelque chose qui peut se forfaitiser sur une période, que ce soit mensuelle, annuelle, enfin, et qui a un coût assez minime, qui est un coût de maintien finalement du niveau d'information du médiateur. Et ensuite, en fonction donc il y a ce coût de notre point de vue forfaitaire, et puis ensuite, en fonction des interventions, on est sur un coût comme un médiateur curatif qui intervient au temps passé, sachant que l'idée, c'est pour que les parties puissent maîtriser leur budget, c'est qu'il y ait une évaluation du temps passé quand le médiateur est sollicité sur un sujet. Le médiateur évalue le temps qu'il peut passer sur la base d'un taux horaire et ou journalier. Ou journalier, naturellement, et propose le montant prévisionnel que les parties approuvent ou désapprouvent. Naturellement, si les parties désapprouvent, la médiation, l'intervention ne se fait pas. En fait, c'est un peu comme tout consultant du projet, ça s'inscrit dans le projet comme pour tout autre consultant, on va dire. Absolument, et effectivement, l'idée, c'est de passer par le CMAP pour ce volet financier, puisque je vois qu'il y a une question, je pense que c'est une question qui se rapporte au volet financier. Est-ce qu'on passe directement par un centre de médiation? La réponse est oui. Enfin, ce n'est pas par un centre de médiation, on passe par le CMAP. Enfin, on vous recommande de passer par le CMAP parce qu'en matière commerciale, et voilà, il y a tout un support administratif et enfin, voilà, tous les avantages de passer par un centre comme celui du CMAP. N'est-ce pas? Il y a 150 médiateurs dans son réservoir de médiateurs et donc il peut proposer les médiateurs qui correspondent de mieux. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un encadrement de l'équipe de juristes également, des règlements, des clauses qui vont sécuriser la procédure et un encadrement de la procédure dès le début en termes horaires, en termes de volume horaire et en termes d'engagement financier, bien sûr. Ce sont des éléments qui ont tendance à rassurer beaucoup les parties. Donc, je vois que personne ne lève la main et qu'on n'a plus de questions. On nous a demandé si vos slides seraient disponibles. Oui. Oui. Et pour information, donc le webinaire est enregistré, donc une version replay sera disponible en quelques jours. Merci. Bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette Merci. participation. Merci. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.